On va continuer alors avec Karine Montourcy de l'association Force Femmes. Madame Goumet, merci beaucoup. Bien évidemment, si vous avez l'opportunité de rester avec nous, je vous convie à le faire. Et puis, en tout cas, j'espère que ça sera le début d'une collaboration future qui pourra se mettre en place sur d'autres projets. Actuellement, c'est vrai qu'on est un petit peu contraint à la visio, donc c'est pas très pratique. Mais j'espère qu'en des temps meilleurs, on pourra vous voir, voilà, sur du présentiel lors de forums que nous mettrons en place, parce qu'on en fait beaucoup des événements de ce genre de choses. Maintenant, on a été un petit peu obligé de s'adapter à la situation, mais on le sait. Normalement, pour l'été, des temps meilleurs vont revenir. Donc, en espérant que l'on puisse refaire effectivement les choses en présentiel et à ce moment-là, peut-être vous recevoir et on le fera avec grand plaisir. Merci beaucoup de cette intervention que vous nous avez accordée. Madame Montourcy, je vous laisse la parole. Et je précise que vous allez donc nous parler de tout ce qui est déconstruction des stéréotypes, confiance en soi, mais je vous laisse vous présenter et prendre la parole pour les personnes qui vous écoutent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Aymar, et puis aussi merci beaucoup pour votre invitation et au CBE. Je suis ravie de participer à ces 2 journées autour justement de l'égalité homme-femme, aux côtés donc de l'association Force Femmes dont je suis bénévole depuis à peu près presque 10 ans. Alors, je vais me présenter. Avant cela, je vais quand même partager avec vous mon écran. Voilà, normalement, vous devez le voir. Voilà, très bien. Donc, effectivement, nous allons parler de stéréotypes et aussi de confiance en soi. Je crois lorsque nous avions échangé à propos de cette journée, je vous avais fait part aussi de mon envie vraiment de relier les stéréotypes à la notion de confiance en soi, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et vous allez comprendre pourquoi. Avant cela, je me présente, donc je suis Karine Montourcy, je suis coach formatrice. J'ai créé mon propre cabinet de coaching et de bilan de compétences, donc j'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir dans leur vie professionnelle et personnelle, car nous sommes d'accord qu'il y a un lien entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et donc que ce soit à travers une activité salariée ou en tant qu'entrepreneuriat. Et donc membre bénévole depuis l'association chez Force Femmes depuis plus de 9 ans. C'est une association qui accompagne les femmes de plus de 45 ans au retour à l'emploi ou à la création d'entreprise. Alors, c'est quoi un stéréotype? Un stéréotype, c'est une idée, une opinion toute faite, plus ou moins partagée par une population donnée. On en entend tous parler. Alors, les exemples de stéréotypes que vous pouvez peut-être connaître, les garçons sont bons en maths, les filles, elles sont beaucoup plus sensibles. Ça vous parle, j'imagine, tout ça. Les filles sont plus réservées, ou encore, un garçon, ça ne pleure pas. Donc, évidemment, ou alors encore, évidemment, le foot, c'est un sport de garçon. Ce sont des stéréotypes que nous connaissons tous, qu'on regarde, quand on les écoute, on se dit c'est juste pas possible qu'encore aujourd'hui, ils ont une valeur. Et pourtant, on constate que oui. C'est vrai qu'un stéréotype, c'est quelque chose qui est naturel. Il peut être positif ou négatif, c'est-à-dire que peut attribuer à un certain type de population des attributs positifs. Les filles sont plus humaines, sont plus centrées sur les autres, sont meilleures en lettres. Voilà, donc ils peuvent être aussi positifs comme négatifs. Donc, ils ne sont pas nécessairement faux. C'est vrai qu'il y a aussi certaines analyses qui, je crois que ce sont des athlètes africains, qu'il a été démontré physiologiquement comme quoi, en fait, ils étaient meilleurs dans les compétitions sportives parce qu'ils avaient des attributs. Alors, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc voilà, ils ne sont pas nécessairement faux. Il peut être personnel ou encore partagé par tout un nombre de personnes. Le problème, c'est avec les stéréotypes, pourtant c'est quelque chose qu'on fait tous et qui est presque inconscient, c'est que cela va conduire à la discrimination et surtout à une baisse de la confiance en soi. Et cela peut empêcher en fait des individus à faire vraiment ce qu'ils ont envie eux. Dès son plus jeune âge, on voit bien que le jeune il est rapidement confronté à des stéréotypes de genre. On voit bien avec l'exemple de la bibliothèque rose et de la bibliothèque verte. Du coup, les filles, elles sont forcément toutes douces, alors que le garçon, il est plutôt fort, vaillant, courageux, avec en général une belle épée.
Donc voilà, alors qu'en fait, on a tous le même cerveau et on n'a pas plus de compétences quand on est un garçon et qu'on n'est pas plus intelligent qu'une fille. Vous êtes d'accord avec moi? Alors j'ai vu qu'il y avait aussi des messieurs aussi parmi nous, donc vous avez le droit de rester, je vous rassure. Voilà, en tout cas, il n'y a pas plus de, les garçons n'ont pas plus de compétences dans certains domaines que les filles et vice-versa. Tout ça, c'est vraiment une question de représentation sociale. Alors, pourquoi tous ces préjugés? Ça se passe, et notamment aussi dès le début, en fait, dès les premières années, comme s'il y avait une division, en fait, entre les disciplines scolaires, plutôt scientifiques, plutôt techniques, plutôt sportives, et c'était du côté des hommes, et de l'autre côté, on avait le territoire des femmes, et c'était plutôt le territoire des lettres. Le fait d'être utile, d'être empathique. Donc, voilà, c'est une division qui est très, très nette, hein, encore aujourd'hui. J'animais hier un cours en DUT GE2I et j'avais sur l'ensemble de la classe 2 filles. Et c'est vrai qu'au cours de l'atelier, au cours de ces 3 heures, déjà on les entendait encore moins parce qu'il y a en plus, c'est-à-dire qu'il y a elles se freinent elles-mêmes à prendre la parole. Déjà, elles sont faiblement représentées dans ces filières et en plus, elles prennent très très rarement la parole. Alors que je suis désolée, messieurs, mais à chaque fois, je suis toujours épatée en fait par les qualités, les savoir-être que ces personnes, ces jeunes filles ont justement. C'est-à-dire que voilà, elles sont peut-être peu nombreuses, mais quand on les écoute, quand elles parlent de ce qu'elles font en dehors même de leurs études, moi je suis toujours impressionnée par leurs compétences. Et pourtant, on les entend beaucoup moins s'exprimer. On peut se poser la question, si aujourd'hui les filles, elles obtiennent de moins bons résultats en mathématiques, est-ce que c'est vraiment parce qu'elles sont moins douées ou alors c'est parce qu'elles ont fini par intérioriser en fait ces préjugés sur elles-mêmes et du coup elles vont être moins efficaces par rapport à l'opinion en fait, par rapport à ce préjugé qu'elles ont intériorisé. On peut vraiment sincèrement se poser la question. Parce que oui, il y a une différence des sexes, mais cela n'implique pas en fait une différence au niveau du comportement, des compétences et puis aussi des valeurs morales qu'on attribue souvent aux garçons et aux filles. Et pourtant, on contribue à reproduire ces stéréotypes de genre. Et c'est vrai qu'on nous les inculque en fait dès l'enfance. Et du coup, ça va vraiment limiter notre capacité, notre ouverture à prendre notre place en tant qu'individu, homme ou femme dans le monde. Parce que du coup, les hommes sont aussi victimes de ses propres stéréotypes. Il n'y a pas que les femmes qui en subissent les conséquences. Cette question des stéréotypes, elle est vraiment cruciale. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Madame Goumet pour cette introduction parce que je pense qu'il est utile et nécessaire de rappeler ces chiffres. J'ai beau les entendre, je suis toujours très étonnée en fait parce que c'est vrai que c'est récent cette question-là finalement. Et elle interroge, et la nouvelle génération, parce que je pense que oui, les mentalités changent et les jeunes sont étonnés justement de voir à quel point c'est si récent et qu'aujourd'hui on assiste vraiment à une révolution des mentalités et c'est notamment grâce aussi en partie à la jeunesse aujourd'hui et aussi à ce qui a été fait aussi en amont. Donc oui, un garçon, il a le droit de pleurer, il a le droit de pas aimer le foot, il a le droit aussi de pouvoir rester seul à un moment donné dans la cour et pas forcément envie d'aller jouer avec ses autres camarades. Une fille, elle n'est pas aussi obligée d'être toujours dans la séduction, dans le retrait. Elle peut aussi s'imposer, prendre la parole, être dans l'initiative et puis aussi prendre des responsabilités. Car encore aujourd'hui, on a des hommes qui admirent les femmes pour leur savoir-être, leur qualité humaine, elles sont généreuses, elles ont le sens de l'éthique. Mais par contre, dès qu'on commence un petit peu à parler des compétences, de la prise de décision, de la prise de risque, ah là, non, là c'est une affaire d'hommes, là. Là, c'est leur domaine à eux. C'est fou, c'est juste incroyable. Et quand on parle après, comme on les laisse parler, s'exprimer en fait sur les femmes qui ont réussi en fait à gravir, à prendre des postes à responsabilité, elles sont souvent vues en fait comme carriéristes, froides, cassantes, voire castratrices. Ces mots-là, il y a énormément d'enquêtes aujourd'hui qui encore en témoignent. C'est juste incroyable. Alors oui, les mentalités changent. Plus les sociétés vont être ouvertes, moins les stéréotypes vont pouvoir s'exprimer en fait et s'imprimer dans les pensées, dans les comportements des individus. Mais le temps du changement, il se fait quand même à un rythme beaucoup plus lent par rapport à la nécessité en fait de lutter contre ces discriminations.
C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment, l'entreprise s'est emparée d'un sujet de la facilitation de l'articulation des temps de vie. Et là, c'est vrai que les hommes ont tout de suite vu un intérêt et des bénéfices aussi pour eux, parce que oui, il y a des mutations sociologiques qui sont majeures. Aujourd'hui, on assiste à une explosion des modèles familiaux traditionnels. Donc, on assiste de plus en plus à des gardes partagées. On a aussi la nouvelle génération, je vous le disais tout à l'heure, qui exprime davantage ses attentes et qui assume que une vie personnelle épanouie, c'est pas qu'une vie familiale. Et aujourd'hui, les femmes, elles n'attendent pas en fait d'avoir des enfants pour dire qu'elles ont aussi besoin de flexibilité dans l'organisation de leur temps de vie. Et du coup, ça autorise aussi les garçons à exprimer aussi qu'eux aussi, ils ne veulent pas aussi avoir que du boulot dans leur vie, qu'ils aspirent aussi à avoir une vie pour eux. Alors c'est vrai, on dit souvent d'ailleurs que les femmes manquent de modèles, justement pour pouvoir les aider en fait à se projeter dans des rôles, des femmes qui s'épanouissent à titre professionnel, qui prennent des responsabilités sans pour autant se contrarier, sans se trahir en fait. Aujourd'hui, pour réussir, les femmes, elles n'ont pas forcément besoin d'adopter une gestuelle aussi propre à l'homme. Et là, c'est encore difficile, car oui, on a des femmes qui prennent de plus en plus de responsabilités, mais comme si en fait elles s'empêchaient d'être juste elles-mêmes qui elles sont, qu'elles sont finalement obligées d'adopter des codes dits de virilité en fait. À l'identique, les hommes aujourd'hui manquent de modèles, clairement, justement d'hommes qui peuvent s'affranchir finalement des codes caricaturaux en fait de la masculinité. Alors, on a quand même des exceptions. Et donc, j'ai mis à Monsieur Barack Obama, qui, c'est vrai, que n'hésite pas, qui ne loupe pas une occasion pour aller danser, qui se laisse facilement challenger aussi par sa femme, et puis qui va aussi pouvoir exprimer ses émotions sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Donc voilà, ce sont des modèles, mais ils sont encore trop rares, à mon avis, pour justement inspirer aussi ces hommes qui aspirent à une masculinité un peu moins normée que celle qui pouvait être véhiculée jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'une personne, elle est toujours consciente de ses préjugés? Je vous dirais que non, la plupart du temps, ils sont inconscients. Et je dirais, c'est presque là le problème. C'est-à-dire que, du coup, on va pas s'en rendre compte, mais en fait, ils vont influencer nos décisions. Et je pense notamment, alors je voulais poser la question, mais j'avais un petit peu de trac tout à l'heure, donc j'en ai presque oublié l'essentiel. J'aurais aimé que vous partagiez dans le chat, en fait, d'où vous venez, en fait, d'où vous connectez et c'est quoi votre activité, c'est votre profession. Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? Est-ce que vous êtes en projet de création, en reconversion professionnelle? Donc, n'hésitez pas, il est encore trop tard. Je serais curieuse vraiment de découvrir justement et puis aussi de vous connaître un petit peu mieux aussi. Donc, je ne sais pas d'où vous connectez. Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi ou êtes en transition professionnelle? En tout cas, c'est vrai que ça va influencer peut-être aussi certains recruteurs. Alors oui, aujourd'hui, la discrimination est interdite et elle est punie par la loi. Et pour autant, on ne s'en rend pas compte. On fait parfois, sans le vouloir, en fait, on se laisse influencer par nos propres préjugés, que ça soit le sexe, que ça soit l'âge, que ça soit aussi le lieu géographique. Voilà, on attribue certaines compétences à d'autres personnes, à une certaine population et du coup, ça freine un petit peu notre ouverture et du coup, ça nous met un peu des œillères en fait dans notre façon de recruter. Donc oui, la plupart du temps, ils sont inconscients, ces préjugés. Et pourtant, ils ne sont pas pour autant moins nocifs. Et c'est quoi les conséquences finalement des stéréotypes sur moi et sur les autres? On va intérioriser ces préjugés. C'est-à-dire que lors d'un entretien de recrutement, si je pense que la personne que j'ai en face de moi, qui est beaucoup plus jeune ou va peut-être se dire, mais voilà, est-ce qu'elle ne va pas me trouver, estimer que je suis trop vieille, je suis trop femme et du coup, ça risque d'avoir une influence sur la façon dont je vais me comporter. Et du coup, je vais donner finalement presque raison ou rendre cette vérité réelle. Et c'est ça le problème de ces préjugés. C'est-à-dire que souvent, on est souvent notre pire ennemi. C'est pour ça que je fais souvent le lien avec la confiance en soi. Et cela va aussi avoir comme conséquence d'entraver l'égalité et l'épanouissement individuel et un manque de confiance aussi en soi. Et parfois de l'isolement aussi. Parce qu'on ne va pas oser dire ou se comporter de manière différente par rapport à des standards. On a souvent très très peur aussi de l'opinion des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et du coup, ça va freiner en fait notre envie d'être
qui on a envie d'être finalement. Et c'est ça, le plus dangereux, je trouve. Alors, en quoi les stéréotypes conduisent à des situations de discrimination? Le grand défi de notre société, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait davantage de journées comme celle-ci, oui, on doit arriver en fait à une plus grande égalité. Ça va passer par des réformes politiques et juridiques. Parce que s'il n'y a pas une loi qui permet finalement de légiférer un petit peu tout ça, il n'y aura pas d'avancée. Donc c'est essentiel. Et il y a un gros travail aussi qui doit être fait dès l'enfance, parce que c'est là en fait où les stéréotypes commencent déjà à se construire et où on commence à mettre certaines populations dans certaines catégories et ça va justement avoir un impact sur la façon dont la personne va prendre ses décisions, va envisager sa scolarité et puis après son avenir professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur justement d'être considéré comme trop vieux, trop jeune ou encore trop femme? Comment on peut faire pour déjouer les discriminations lors d'un entretien d'embauche? Alors, je ne sais pas si vous avez répondu au niveau du chat, là, je l'ai vu sur ma présentation et puis aussi sur vos visages, mais est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? Est-ce que vous êtes amené à passer des entretiens? Alors, comment on fait du coup si on a le sentiment d'être trop vieux, trop jeune, trop femme, trop handicapé aussi? Voilà, on a plein de critères de discrimination qui existent malheureusement encore aujourd'hui. C'est déjà se définir avant tout par votre métier, votre rôle et votre compétence et non votre genre. Définir clairement votre profil, vos compétences et votre projet professionnel. Si la personne que vous avez en face de vous, elle essaye un petit peu, ne serait-ce de vous poser, mais par exemple, je ne sais pas, à 30 ans, quand on est une femme, Dixit, je l'ai eu cette question-là, vous n'avez pas envisagé à faire un bébé ou, parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai ma fille, elle a 30 ans, et ces petites questions un petit peu qu'on peut poser et qu'on entend malheureusement encore trop souvent. Je vous assure, même si elles sont normalement on n'a pas le droit de poser ce type de questions. Et pour autant, on le fait, certains recruteurs. Alors oui, vous pouvez décider de porter plainte. Après, voilà, est-ce que vous avez envie de mettre forcément cette énergie-là aussi? Donc, vous pouvez ramener, en fait, recadrer un petit peu l'entretien sur le terrain de vos compétences. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter, justement, à l'entreprise, à cette organisation? Et aussi distiller certaines informations, verbales ou non verbales, qui vont finalement aller à l'encontre des idées pratiques préconçues en fait que la personne peut avoir sur certains. Une femme, elle est forcément plus faible, pas forcément. Ça ne veut rien dire. Moi, je connais énormément de femmes qui font énormément de sport et je connais aussi beaucoup d'hommes qui sont moins forts. Ça ne veut rien dire. Je pense à l'âge aussi, qui est aussi un domaine d'intervention qui me passionne aussi beaucoup. Je connais des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise en informatique et j'ai des personnes qui ont largement dépassé la retraite et qui peuvent m'apprendre beaucoup de choses en informatique. Donc voilà, ne serait-ce que de pouvoir distiller lors de votre entretien en fait certaines informations pour pouvoir justement déconstruire ces idées préconçues. Ça peut être aussi quelque chose de positif. Donc ça demande aussi de l'entraînement. Aujourd'hui, seulement 12% des professions sont considérées comme mixtes sur notre territoire. Et il y a encore du boulot. Parce que c'est vrai que les formations scientifiques, je vous disais tout à l'heure en GE2I quand je suis intervenue, c'est pas la première année que j'interviens et c'est globalement, j'ai maximum de filles et je pense qu'ils peinent à les recruter aussi. Donc voilà, tout ce qui est profession technique, activité physique, voilà, encore ces métiers aujourd'hui sont considérés comme des métiers exclusivement masculins. Et jusqu'à pas très longtemps, il n'y avait aucun accès qui était donné aux femmes. Alors oui, ça bouge, ça évolue. Et aujourd'hui, on a des professions qui étaient auparavant fermées aux femmes et qui, du coup, on encourage. Il y a énormément, je pense, de dispositifs, notamment pour favoriser en fait l'accès des femmes au monde de l'informatique, pour devenir notamment data analyst. Parce que oui, pourquoi l'informatique serait plutôt réservée aux hommes qu'aux femmes? Je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on apprend à développer notre confiance en nous. Et ça c'est un grand sujet. On pourrait presque organiser un atelier de ce type pour apprendre à développer notre confiance en soi parce que ça ne vient pas forcément de soi. Et du coup, c'est quoi la confiance en soi? C'est un peu le sentiment d'assurance et de sécurité de celui ou de celle qui a acquis les capacités pour passer à l'action. Alors, ok, c'est sympa de dire ça, c'est une jolie définition, mais qu'est-ce qu'on dit derrière? D'où vient la confiance en soi?
La confiance en soi, elle est déterminée par les nourritures affectives qu'on a reçues pendant l'enfance et puis aussi par son histoire et son éducation. C'est pour ça que je vous disais, les stéréotypes, ils ont un rôle primordial dans notre éducation et ça va déterminer justement notre confiance en nous. Alors, c'est quoi, selon vous, les conséquences d'une mauvaise confiance en soi? Vous avez le droit, du coup, de noter dans le chat. Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça génère chez vous comme conséquence, du coup, de douter, en fait, de votre confiance, de votre capacité à passer à l'action? Alors, vous allez peut-être me dire, du coup, l'inaction. Je n'ose pas passer à l'activité, à l'action. Peut-être de la nervosité. Comment ça va être? Et puis aussi, je peux avoir peur de prendre la parole en public. Je vous disais hier, on ne l'entendait pas. J'étais obligée d'aller la chercher, lui dire que j'aimerais beaucoup l'entendre. D'ailleurs, je lui dis, je pense fortement à toi, parce que du coup, je vais intervenir demain sur le sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes, on ne vous entend pas. Alors, déjà, on vous voit très peu dans des filières dites réservées aux garçons. Et en plus, on ne vous entend pas. Elles n'osent pas prendre la parole en public, alors qu'elles ne sont pas moins compétentes que les garçons. Je vous assure, il y a des femmes incompétentes, il y a des hommes incompétents. On en trouve partout. Et puis aussi, du coup, je m'empêche de saisir des opportunités. Plutôt dommage. Je peux aussi, du coup, avoir le sentiment de stagner. On parlait lors de l'introduction justement de ce plafond de verre qui existe encore. Je m'empêche de prendre des responsabilités. Pour plein de raisons aussi, peut-être de peur de passer justement pour une femme carriériste, froide, castratrice, ou alors du coup comment je vais faire pour concilier ma vie personnelle, ma vie familiale. Et du coup, on peut avoir le sentiment de passer à côté de sa vie. On a peur du jugement des autres, je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est en fait pour toutes ces raisons-là en fait que c'est dangereux finalement. Donc les conséquences d'un manque de confiance en soi, elles sont vraiment énormes. On peut aussi se mettre dans une position de victimisation, ce qui peut être très, très dangereux aussi. Alors, comment on fait, du coup, pour passer au... Parce qu'on ne va pas arrêter la présentation sur une note pessimiste. Au contraire, on va justement se donner des bonnes astuces pour développer notre force et notre confiance en soi. La preuve de la confiance en soi, c'est vraiment dans l'action. Et c'est ce qui va à son tour venir nourrir notre confiance en nous. C'est vraiment un cercle vertueux. Plus je vais oser faire des petits pas qui ne dépendent que de moi, plus je risque en fait d'obtenir des succès qui vont du coup m'encourager à faire un deuxième petit pas. Et du coup, cela va avoir un effet positif sur la confiance que j'ai en moi-même. Alors, et du coup, ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on y va petit pas par petit pas. Moi, je ne crois pas aux grands changements. En 24 heures, en une semaine, on change de vie. Non. Par contre, c'est tous les petits pas que vous allez faire de manière régulière qui vont vous permettre en fait de sortir de votre zone de confort, qui vont finalement vous permettre en fait de nourrir votre confiance en vous. Parce que oui, moi j'en suis convaincue et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dirais oui, l'égalité homme-femme mais surtout la mixité parce que c'est ça qui fait c'est la diversité, la mixité des profils qui font vraiment la différence et surtout qui font notre richesse aujourd'hui. Il y avait pour finir, du coup, il y avait je crois que c'était il y a 2 ans, un reportage qui était paru dans la Provence et qui parlait justement, qui montrait des parcours de femmes qui faisaient a priori donc des métiers d'hommes. Donc on voit le cas de Gwendoline, qui est responsable maintenant sur l'écopole de valorisation énergétique de Novali à Vedène. Donc c'est un site qui est géré par le groupe Suez et qui a pour ambition en fait de mettre à disposition des solutions qui permettent de valoriser chaque déchet en fonction de sa nature. Alors son rôle, elle dit, c'est d'être le chef d'orchestre de tous les corps de métier présents sur place, de façon à maintenir l'outil de production dans le meilleur état possible. Dans cette perspective, elle gère une quinzaine de personnes en interne et une centaine en tout. Elle explique celle qui s'est rapidement orientée vers des études scientifiques. Elle dit que toute petite, en fait, elle a eu besoin de comprendre comment fonctionnaient les choses. À 13 ans, elle démonte son premier ordinateur. Alors, ça n'a pas vraiment plu, a priori, à ses parents. En fait, après, elle a suivi des études scientifiques et puis elle a occupé différents emplois dans la maintenance. Alors oui, aujourd'hui, c'est le fait de travailler à côté d'hommes, c'est vrai que c'est pas tout. Pour elle, c'est pas très compliqué en fait, parce que du coup, ça lui permet en fait de capter plus facilement leur attention. Alors et puis surtout, ça lui a permis aussi de développer sa confiance en soi.
si on n'a pas confiance en nous, si on n'est pas sûr de soi, les autres ne le seront pas pour nous. Et du coup, l'image qu'on a de nous-mêmes, elle va influencer aussi le regard des autres sur nous-mêmes. Un autre portrait aussi, après je pourrais peut-être aussi vous envoyer aussi l'article, c'est Eva qui occupe un poste de technicienne de travaux à la Société des eaux de Marseille. Alors cela s'assimile à un chef de chantier pour le renouvellement des canalisations d'eau potable. Elle travaille sur chantier avec des équipes plutôt masculines. Elle crée des plans et les distribue aux entreprises qui vont les exécuter et donc elle va assurer le suivi. Elle va vérifier que tout soit correctement fait en respectant les normes de sécurité. Pour elle, on ne doute pas forcément de nos compétences. Ah, j'en perds ma slide. Mais plutôt de son intégration. Après avoir réussi haut la main dans sa formation, où elle n'était que 2 femmes, je vous disais tout à l'heure, pour une promotion de 15 personnes, elle s'est rendue compte en fait que le fait d'être mélangée permettait de supprimer la compétition. Au final, les équipes de travaux ont tendance à préférer à travailler avec des femmes, car le côté hiérarchique est mieux perçu avec davantage de communication et de diplomatie. Il y a Rachel aussi, je vais finir sur ce qu'elle dit. Il y a déjà une phrase qui l'inspire aussi beaucoup, c'est la phrase de Maurice Talleyrand-Périgord qui dit « Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir ». Elle travaille pour le groupe Veolia depuis près de 10 ans. Et elle a réussi en fait à gravir à les échelons de l'entreprise. Ce qu'elle pense, c'est que tout est possible. Il suffit surtout de s'en donner les moyens et d'y croire. Alors, de fait, mesdames, mon conseil est d'oser et vous verrez, le meilleur arrivera. Et c'est vraiment ce sur quoi j'avais envie de terminer, notamment sur cette citation de Goethe qui dit que quoi que vous rêviez d'entreprendre, commencez-le aujourd'hui. L'audace a du génie, pouvoir, de la magie. C'est une citation qui m'inspire aussi beaucoup et que j'avais envie de partager avec vous, avec un petit conseil aussi du jour pour bien continuer ces 2 journées. C'est surtout ayez l'envie et l'audace de voir grand. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'ai dépassé aussi, j'essaie de tenir le timing. Non, il me reste parfait, un quart d'heure madame. normalement pour pouvoir Parfait. répondre à toutes vos questions si vous en avez. En tout cas, un grand merci pour votre attention, un grand merci à Madame Emma, au CBE, pour son invitation et puis aussi à Force Femmes, dont j'adore faire de la communication parce que c'est une très belle association dont je vous encourage à la découvrir davantage. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci et puis n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'arrête le partage, voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Montourcy, pour cette information que vous venez de nous donner. Effectivement, ça soulève beaucoup de problématiques et je pense qu'au long de ces 2 journées, justement, on va avoir des réponses supplémentaires puisque vous avez évoqué donc 2 femmes sur une promotion dans les cours que vous avez pu mettre en place. Moi, c'est demain après-midi sur les centres de formation, il y a 2 jeunes femmes justement du centre forestier qui vont intervenir pour expliquer comment elles vivent le fait de travailler sur des métiers d'hommes. Et pour avoir accompagné il y a quelques années des jeunes de la mission locale, j'avais fait venir une association qui s'appelait les femmes chefs d'entreprise. Malheureusement, cette association est dissoute aujourd'hui, mais il n'y avait que des femmes chefs d'entreprise sur des métiers complètement d'hommes, puisque c'était des métiers comme peintre, carreleur, où elles racontaient effectivement sous forme d'anecdotes tous ceux qu'elles avaient pu vivre à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit souvent, malheureusement c'est vrai beaucoup, je dirais, pour les générations qui sont passées. On le voit un peu moins, heureusement, dans les générations qui viennent, mais sur les générations passées, donc les femmes qui ont 40, 50 ans actuellement, où la femme qui est chef d'entreprise, quand on vient vous voir, si vous êtes à côté d'un homme, c'est pas la femme chef d'entreprise qu'on va venir voir. On va d'abord aller taper, voir le monsieur qui est à côté. Il m'est arrivé aussi une fois, quand moi je faisais des études, j'ai repris des études relativement tard, et notre formatrice était une personne, une très très belle jeune femme noire. Et j'étais à côté d'elle et un représentant est passé et quand il est passé, ce n'est pas elle qui est venue voir, mais moi, uniquement à cause de sa couleur de peau. Une femme noire ne pouvait pas être la personne qui menait le groupe à ce moment-là. Alors oui, effectivement, toutes ces discriminations ont la vie dure. Je pense que les jeunes générations
ont justement ce pouvoir de faire changer les choses et c'est un bien. Mais effectivement, yes we can, les femmes peuvent le faire. Je suis pour le Power Girl et toutes ces choses que l'on peut dire, mais qui ne sont pas souvent mises en place et c'est grand dommageable. Je pense que certaines personnes autour de cette table peuvent effectivement intervenir. Monsieur Carlier, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que vous avez effectivement longtemps, au sein de votre carrière, accompagné des personnes sur de l'emploi. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Alors, Madame Montourcy, j'en profite. J'avais quand même une question parce qu'il y a un chiffre qui m'a interpellé dans votre présentation. Je reprends 12% seulement des professions sont considérées comme mixtes. Ça m'a un peu sidéré parce que j'ai animé, moi, pendant plus de 20 ans, 30 ans, des équipes mixtes et j'étais très, très loin d'imaginer un tel pourcentage. En ce qui me concerne, par exemple, j'avais facilement 60 à 70% dans mes équipes de mixité et quel que soit le métier qui était porté. Alors, je voulais juste revenir sur ce chiffre. Ce chiffre, il vient d'où finalement? C'est une étude Il vient justement du portrait des femmes donc sur la Provence en fait. Donc, D'accord. D'accord. Bon, c'est un chiffre qui m'a vraiment interpellé parce que j'étais très, très, très loin d'imaginer. Alors, oui, j'interviendrai tout à l'heure à 14 heures dans le cadre de mes anciennes missions de recruteur. Ce que je veux vous dire, c'est que votre intervention sur le stéréotype m'a un peu perturbé parce qu'en fait, tout à l'heure, j'allais justement mettre en avant les qualités féminines que j'avais pu constater factuellement. Quand je dis factuellement, c'est résultats économiques à la clé ou différents indicateurs dans la relation client, dans la fidélisation des clients, dans les résultats commerciaux, dans les résultats divers et variés. Et donc, je verrai tout à l'heure si je mets ça sous l'égide du stéréotype ou plutôt des soft skills qui sont quand même des compétences, je dirais pas complémentaires, mais légèrement accentuées pour moi, des femmes par rapport à des hommes sur certains métiers. Et notamment sur la relation client, pour un certain nombre de raisons que j'exprimerai tout à l'heure. J'ai d'ailleurs remis un rapport à mon groupe. Le groupe auquel j'appartenais pendant 30 ans, c'est le premier employeur français dans le monde. Donc, le groupe a 450 000 collaborateurs à travers le monde. Donc, c'est un groupe qui, depuis 1990, s'est beaucoup intéressé à la diversité, a obtenu un certain nombre de prix, d'ailleurs, divers et variés. Et j'ai constaté à travers le groupe, mais aussi à travers mes missions de management, qu'il y avait des résultats qui étaient sur certains domaines plus prononcés quand on était une femme plutôt qu'un homme. Et ce rapport que j'ai remis au groupe a fait un peu de bruit d'ailleurs, parce qu'ils s'y attendaient pas. C'était une démarche volontaire de ma part de leur dire, vous savez, moi j'ai pu constater des résultats qui sont parfois meilleurs quand on est une femme plutôt qu'un homme. C'est ce que j'exprimerai tout à l'heure sur un certain nombre de métiers. Et pas des métiers neutres. C'est pour ça que les 12% m'ont vraiment interpellé. Des métiers, que ce soit des métiers d'agent de maîtrise, de cadre, même d'employé, où j'avais effectivement une pertinence dans la mission et dans les résultats qui apparaissaient très clairement dans mes comptes rendus, ou même tout simplement dans ce que mes clients me disaient de la relation qu'ils avaient avec les équipes, qu'elles soient femmes ou hommes. À telle enseigne, c'est que j'ai fait des modifications d'organisation, parfois, en tenant compte de ce que nous disaient nos clients, de telle sorte à améliorer forcément la performance de mon groupe dans un certain nombre de domaines, tant en interne que vis-à-vis de la concurrence, par exemple. Donc, il y a des domaines dans lesquels, et c'est pour ça que le mot stéréotype, je verrai comment tout à l'heure je l'intègre dans ma présentation, mais il y a des domaines dans lesquels j'ai toujours considéré depuis et constaté que les femmes avaient de meilleurs résultats. Monsieur Carlier, je vous remercie beaucoup du coup et puis aussi j'en profite pour féliciter justement pour tout ce que vous faites justement par rapport à cette cause. Je me suis posé également la même question par rapport à ces qualités qu'on disait plus féminines que d'autres et j'en suis
venu à me dire, mais est-ce que c'est pas comme les mathématiques, à partir du moment où on encourage les jeunes filles, en fait, à développer leur savoir-être, à être gentilles, à être aimables, à être à l'écoute des autres, est-ce que du coup, quelque part, on va induire leur volonté, en fait, d'activer davantage ces forces que pour d'autres personnes? Oui, je comprends. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une part d'inné, une part d'acquis? C'est intéressant d'aller creuser, à mon avis, encore davantage, parce que je suis entièrement d'accord avec vous, cela ne va pas de soi. Est-ce que le fait que je sois une femme, en fait, et que du coup, on m'attribue des qualités, des valeurs morales plus centrées sur les autres, est-ce que du coup, je vais pas m'encourager et être encouragée par mon environnement, par aussi toutes les images qui sont véhiculées dans l'éducation, dans les médias, à développer davantage ces qualités au détriment d'autres compétences comme l'affirmation de soi, comme la prise de décision, comme la prise de challenge. Mm. Vous Honnêtement, je parliez n'ai pas la réponse. En tout cas, je trouve que la question est intéressante et qu'on mérite d'y réfléchir. En tout cas, je vois aussi que ça pénalise aussi beaucoup de jeunes hommes que j'ai pu aussi et que je rencontre qui ont ces très belles qualités humaines et qui n'osent pas forcément les exprimer, du coup, de peur d'être aussi jugés comme trop sensibles par la société. Alors, vous, c'est vous- moi ce que je voudrais dire. C'est vrai que sur ces 2 journées, je suis partie sur la thématique des femmes sur des métiers d'hommes, mais n'oublions pas quand même que la parité femmes-hommes ou hommes-femmes, ça va dans les deux sens. Et effectivement, il peut y avoir des hommes qui n'osent pas aller vers des métiers qui pourtant, effectivement, leur conviendraient parfaitement, parce que justement, au sein de la société, faire ce genre de métier pour un homme, ben, c'est quelque part… excusez-moi, mais Le voilà, meilleur ne pas directeur de crèche que j'ai pu rencontrer était un homme. Il un avait homme, des ouais, qualités humaines, souvent. une écoute, une bienveillance. Enfin, j'ai vraiment gardé cette personne que j'ai pu rencontrer dans ma vie personnelle, hein. Bien Et sûr, il avait vraiment des bien sûr. qualités qui étaient pour moi fondamentales à l'exercice. Quelles sont les qualités, en fait, qui sont recherchées pour un poste? Et je dirais que pour moi, on doit partir de là, en fait. Ouais. On doit pas J'aimerais partir. avoir 2 autres témoignages, et excusez-moi parce qu'après on va être un petit peu court en temps, mais j'ai Madame Duval. Si vous m'entendez, Madame Duval, vous avez mis un petit commentaire dans le chat. Est-ce que vous voudriez prendre la parole? Oui, Bonjour. bonjour à tous. Alors, un commentaire par rapport à quoi? Ben, en fait, Le vous monde de avez dit, l'automobile voilà, dites-nous effectivement quel est votre sentiment justement par Bon, ça, rapport à ce qui vient d'être dit et en fonction effectivement de votre parcours. donc, j'ai travaillé longuement enfin longuement, non, brièvement dans l'automobile pendant 7 ans, et donc ça remonte à plus de 20 ans. Et effectivement, avec une faible participation des femmes dans les postes d'ingénieurs. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que femme, ça mérite d'avoir un caractère plus affirmé et de constamment aller de l'avant et ne pas hésiter à rentrer un petit peu dedans dès qu'il y avait des allusions plutôt sexistes, puisque c'est pas là que se situe notre compétence en l'occurrence. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que il est nécessaire finalement d'être encore plus fort pour pas se faire marcher dessus, quoi. D'accord. Voilà. Et vous ça que je intervenez, recommande. d'accord. Et vous intervenez aujourd'hui au nom d'une association qui s'appelle SNCX2. Vous pouvez nous dire 2 mots sur cette association? Donc, SNC, ça veut dire Solidarité Nouvelle face au chômage. C'est une association qui existe depuis plus de 35 ans, qui fait de l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi, quel que soit justement le homme-femme, quel que soit le milieu professionnel, études, pas études, jardinier, directeur financier. Et nous faisons de l'accompagnement en binôme voilà, auprès des chercheurs d'emploi. Et donc, on rencontre la perte de confiance en soi, évidemment, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, par cette épreuve de chômage. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. On va vous avoir avec nous sur la journée? Oui, je pense, en partie. Ouais. D'accord, d'accord. J'ai une autre personne que je voudrais faire intervenir, c'est Chantal. Est-ce que tu es avec nous, Chantal? Tu nous entends ou pas? Je la vois plus. Chantal? Elle a laissé un commentaire, effectivement. Chantal a été militante. Voilà, la voilà.
Elle va se présenter à vous. C'est pareil, je pense qu'effectivement, au cours de ta carrière, tu as été confronté à ce genre de choses. Est-ce que tu peux en parler? Parce que pour les jeunes personnes qui sont autour de cette table, ça peut être intéressant effectivement d'entendre aussi ton commentaire. Alors oui, bon, pour me présenter, donc Chantal Anoer-Godillot, donc moi je suis une ancienne, alors déjà en 84, j'ai voulu et j'ai choisi de faire un bac électronique. Donc à l'époque, c'est vrai, on était 2 filles dans une session de 30 hommes, d'accord. Donc il a fallu faire sa place. Bon, par la suite, je suis rentrée dans le cadre militaire, donc je suis une ancienne mécanicienne d'hélicoptère, on était 8 au niveau national. Pour la Marine nationale. Donc, encore une fois, il faut toujours faire ses preuves. Et c'est vrai qu'il est très difficile, bien souvent, de faire admettre qu'on peut avoir les mêmes compétences. Et ces dernières années, donc en qualité de conseiller financier et en tant qu'expert en gestion de patrimoine, là, j'ai créé ma structure sur la Provence. Eh bien, c'est encore une fois très difficile de développer, de faire admettre aux clients que une femme peut s'y connaître aussi bien en mécanique, en finance, en électronique et avoir justement un regard masculin sur beaucoup d'activités. Alors, j'avoue que c'est mon père qui m'a donné cette passion aussi bien pour les métiers techniques, étant donné que lui, c'était un ancien ingénieur dieseliste à la SNCF et il a fait partie des équipes qui ont mis en place le premier TGV en France. Mais c'est vrai que même encore maintenant, de ma formation d'expert en gestion de patrimoine que j'ai finalisée en 2018, au sein d'une session de 16 personnes, nous étions 3 femmes. Voilà. Donc, comme quoi, même des métiers qui ne sont pas effectivement à la base des métiers d'hommes, dès qu'on monte un peu dans les échelons, effectivement, on se rend compte quand même que la parité homme-femme, elle est loin d'être respectée. Elle est loin d'être respectée. Tout à fait. Merci Chantal. Karine, est-ce que vous avez un mot à dire pour clore votre intervention? On ne vous entend pas. Vous ne pouvez pas m'entendre si j'active pas mon micro. S'il n'y a pas d'autres questions, non. En fait, je pense que ces stéréotypes-là, ils pénalisent autant les hommes que les femmes. Je ne suis pas une militante du tout. Ce que j'aimerais, c'est qu'idéalement, en fait, on recrute une personne par rapport à ses compétences et pas non par rapport à son âge, pas par rapport à sa couleur de peau, pas par rapport à son genre, par rapport à son lieu de domicile. Voilà, juste uniquement parce que quelles sont les compétences qui sont recherchées aujourd'hui et est-ce que du coup, ça matche avec la personne. Donc, pouvoir recentrer finalement, parce que pour moi, c'est essentiel de s'épanouir professionnellement parce que ça impacte aussi notre confiance en soi et notre vie personnelle. Donc voilà, c'est comment on peut tous ensemble essayer à notre niveau justement de pouvoir permettre en fait à chacun d'être qui il a envie d'être et pouvoir s'exprimer librement. Et ça, je trouve que c'est quand même une question qui, à mon avis, plus large encore que la mixité et qui s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est une belle conclusion en tout cas. C'est une belle conclusion. Est-ce qu'il y a des questions autour de cette table? Non. Oui, peut-être une remarque, pardon, pour rebondir sur ce que vient de dire Karine, sur la notion de compétence. Quand on est recruteur, on a devant soi un certain nombre de CV et c'est très, très difficile de juger sur les CV des compétences techniques. En plus, vous avez de plus en plus maintenant de personnes qui sortent avec à peu près les mêmes diplômes, à peu près parfois même les mêmes expériences professionnelles. Vous appelez les employeurs et ils vous disent le plus grand bien forcément de la personne qui les a quittés, souvent, parce que c'est très délicat de dire du mal de quelqu'un qui est parti d'une entreprise. Donc, on est sujet à, finalement, quand on doit faire une analyse uniquement sur les compétences, on est devant de véritables difficultés pour choisir, parce qu'on a tous l'impression que les compétences sont quasiment les mêmes. Compétences techniques, j'entends, hein, techniques. C'est pour ça que, finalement, le choix, il se fait sur pas… les soft skills, hein. Exactement, c'est ce que je voulais vous dire. C'est là-dessus que le choix se fait. Et ça, il faut bien l'avoir en tête parce qu'un recruteur, il est incapable de juger dans un entretien des compétences techniques de quelqu'un. C'est pas possible. Sauf à lui faire un essai, mais même l'essai, parfois,
est compliqué à réaliser ou à analyser. Oui, je suis Donc, entièrement on est d'accord sur le avec domaine des soft skills, dans le choix Je suis entièrement définitif. d'accord avec vous. Aujourd'hui, on parle vraiment, qu'est-ce qui fait que un recruteur va recruter une personne plutôt qu'une autre, sachant qu'elle a peut-être le même parcours de formation ou des expériences professionnelles similaires. C'est vraiment sur les différences et aussi sur le faire savoir. C'est-à-dire que oui, il y a les compétences, ce que je sais faire aussi, les savoir-faire, ce que je suis, mes savoir-être, on en parle. Et aujourd'hui, c'est comment je parle de moi aussi pour que donc c'est aussi permettre à des individus d'arriver aussi de les aider à raconter leur parcours et justement à mettre en évidence justement leurs atouts, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir apporter à l'entreprise, par les bénéfices pour l'autre en fait. On est vraiment sur du personal branding, du storytelling et c'est ce que je permets justement aux personnes que j'accompagne, c'est justement de pouvoir faire la différence lors d'un entretien de recrutement. Et je dirais qu'avant tout, c'est deux humains en fait qui se rencontrent. Donc, pour moi, c'est du savoir-être. C'est ça. C'est du savoir-être. Oui, tout à fait. Et je suis convaincue que les hommes ont autant de savoir-être que les femmes. Et il y a aussi des femmes qui manquent de savoir-être, comme il y en a des hommes qui ne manquent pas de savoir-être. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci dans tous les cas. Je vais passer la parole à Sandrine Reziouk, qui est parmi nous également. Sandrine, je vous vois. Par contre, je ne vous entends pas. Karine, un grand merci pour votre intervention, qui, je l'espère et je le redis, j'espère sera le début d'une collaboration entre nos deux structures sur du plus long terme. Voilà, donc c'était un plaisir de vous recevoir. Merci pour toutes ces informations. C'était un vrai plaisir partagé. Merci pour votre invitation. Je vous ferai un petit retour de toute façon de tout ça. D'accord ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Madame Emma. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée à vous.